ce que je vais vous présenter, c'est en gros une synthèse de plusieurs études, de plusieurs recherches qu'on a menées avec des collègues à la fois de l'Université de Pau et de l'Université de Poitiers. Pour ceux que ça intéresse, dans la diapo, je mettrai des articles. Alors, ce sont des articles pour la plupart très techniques. Donc, c'est pas ça que je vais vous présenter. Je vous présenterai des résultats qui peuvent être plus facilement interprétés, essentiellement autour de graphiques. Et une de nos interrogations, c'était de savoir comment réagissait le marché boursier en général, et plus particulièrement ensuite l'action de la société donc directement concernée TEPCO et des autres groupes du secteur de l'électricité. Donc, avant de vous présenter des résultats en termes de marché boursier, je vais vous faire un petit rappel historique sur, malheureusement, les catastrophes qui ont déjà touché le Japon depuis le début du XXe siècle, et un petit panorama très très rapide sur un état des lieux du secteur énergétique et du secteur électricité du Japon. Alors ça, bon, le PowerPoint sera à disposition, hein, ce sont les papiers que l'on a publiés récemment depuis... Donc il y a 2 papiers qui datent de 2018, un de 2017, un de 2015, qui sont pour au moins les 3 papiers en anglais, des papiers très techniques dans des revues scientifiques, les autres le sont un peu moins. Donc si certains sont intéressés, je leur enverrai des papiers sans aucune difficulté. Alors, petit rappel historique sur les tremblements de terre très importants qui ont touché le Japon au XXe siècle. Parce qu'on a beaucoup parlé de Fukushima essentiellement parce qu'il y avait la catastrophe nucléaire, mais le Japon a été terriblement touché par des tremblements de terre. Alors bien évidemment en 1923, qui a généré des incendies très importants dans la ville de Tokyo, et ce qui explique le nombre de décès de plus de 140 000 morts. Et tout ça pour vous dire, mais vous le savez, que c'est pas exceptionnel d'avoir un tremblement de terre important au Japon. On verra pourquoi. Et le dernier en date, relativement important, c'était le tremblement de terre de Kobe. Il y avait un peu plus de 20 ans maintenant. Et une des caractéristiques donc de la plupart de ces tremblements de terre, c'est que soit ils ont été accompagnés d'incendies très importants, soit de tsunamis. Le tsunami, vous connaissez la géographie du Japon, hein, le Japon est très exposé, on y reviendra, et historiquement, malheureusement, les tsunamis ont été relativement fréquents au Japon. Alors, petit rappel sur Fukushima, hein. C'est un tremblement de terre de magnitude 9, donc considérable, hein, très important, qui a entraîné, on a heureusement revu un peu à la baisse le nombre de décès, hein, puisqu'on parlait de plus de 20 000 morts à un moment donné, mais c'est déjà beaucoup, hein, 15 000 morts, 900 000 bâtiments détruits, 22 millions de tonnes de déchets. Alors, il s'est produit à 130 km de Sendai, pour ceux qui connaissent, et à 24 km sous la mer. La catastrophe vient essentiellement du tsunami. Un tsunami en moyenne 15 mètres de haut, et par endroits même c'est monté à 17 mètres. Et c'est la centrale nucléaire de TEPCO qui a été directement impactée par ce tsunami. Avec comme conséquence, Mathieu parlait des travaux qui ont été faits à la suite de cette catastrophe sur le Japon. Il y a des travaux importants. Pour mémoire, il y a eu une ANR conjointe avec une équipe japonaise et une équipe française qui a étudié les conséquences en matière de déplacement des populations. Alors, deux graphiques qui sont importants, vous allez voir pourquoi. Alors, le graphique de droite, j'y reviendrai après, c'est la caractéristique du secteur énergétique du Japon.
C'est-à-dire qu'en fait, on a des compagnies, des sociétés, des compagnies d'électricité qui gèrent des centrales nucléaires. Ce sont des compagnies privées, à différence d'EDF en France, hein, et qui entre guillemets, se partagent le territoire. Donc TEPCO, on la voit, elle est de ce côté-là, du côté est. Et en parallèle, je vous ai mis une carte qui est très importante. Je vais vous en dire 2 mots. Hein. C'est la carte des risques. Alors, ces cartes sont publiées régulièrement. Tous les scientifiques, tous les spécialistes et sciences de la Terre les connaissent. Donc, plus la couleur est rouge, plus le risque d'un tremblement de terre important est élevé. Et quand on regarde l'épicentre du tremblement de terre, et c'était vrai également pour Kobe, on se rend compte que ce tremblement de terre s'est produit dans une zone qui était parmi, entre guillemets, les moins risquées du Japon. Alors, je dis cela parce que je sais que plusieurs spécialistes, notamment des spécialistes américains, et l'un qui était, parce que son père est décédé, le fils d'un professeur d'économie très connu, Stein, son fils, Seth Stein, est un des grands spécialistes de ces problèmes-là. Et justement, on avait échangé après le tremblement de terre, parce qu'il savait que je m'étais intéressé à ce problème sur le plan économique. Et il travaillait avec des collègues américains et japonais sur de nouvelles cartes, parce qu'ils se sont rendus compte que ces cartes de risque, en fait, entre guillemets, sont fausses. Sont fausses. Et ça pose un énorme problème. Ça pose un problème parce que on a d'une part, on pourrait le voir là sur les points, l'implantation des centrales nucléaires, qui sont en fait, en théorie, implantées dans des zones un peu moins risquées, mais en réalité, on n'est pas sûr du tout de la carte des risques. Et ça va au-delà des centrales nucléaires, c'est-à-dire qu'on a des entreprises très importantes qui ont des unités de production dans des zones qui, a priori, n'étaient pas risquées, mais on se rend compte aujourd'hui que ces zones sont très risquées. Donc cette carte des risques, je peux vous dire qu'il y a eu de nombreux papiers depuis 2011 publiés dans les revues scientifiques qui sont en train de remettre en cause ces cartes et d'essayer de redéfinir de nouvelles cartes de risque. Alors, petit rappel, ensuite je vais vous rentrer en détail sur le secteur électrique au Japon. Hein. Il y avait 9 grandes compagnies régionales productrices d'électricité. Il y en a une 10e hein, depuis 1972. Avant la catastrophe de Fukushima, 54 réacteurs nucléaires étaient en activité. Après la catastrophe, 2. Et même pendant une période, on a eu 0 réacteur nucléaire. Bon. Depuis le mois de mars dernier, on a à nouveau 6 réacteurs qui fonctionnent au niveau du Japon, mais 6 sur 54. Alors comment, et c'est là que vous allez mieux comprendre le problème de TEPCO. TEPCO, donc, qui est l'équivalent, entre guillemets, d'EDF, qui est le numéro 1 au Japon, a une part de marché en 2016, alors que la société est en quasi-faillite, a quand même une part de marché dans l'électricité de 31%. Et vous avez donc la dernière arrivée Okinawa Electric Power qui a 1% du marché. Et vous retrouvez donc plusieurs grandes sociétés qui sont réparties sur le territoire japonais. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que TEPCO est le numéro 1 à plusieurs titres, en termes de production, mais également en termes de brevets. Et c'est la raison pour laquelle la priorité des priorités, on va en reparler, ça a été de sauver TEPCO à la suite de la catastrophe. Alors, quelques petits rappels sur les problèmes énergétiques que rencontre le Japon. Bon, le premier problème, tout le monde le connaît, c'est que l'électricité n'est pas stockable, donc ça pose un réel problème.
Deuxièmement, il faut de l'eau pour refroidir les réacteurs, donc les centrales nucléaires sont à proximité des côtes. Et c'est une des particularités donc du Japon, puisque le Japon est vulnérable aux tremblements de terre et aux tsunamis, et donc les centrales nucléaires sont vulnérables à des tsunamis éventuels. Deuxième difficulté structurelle du Japon, c'est sa dépendance en matière de ressources énergétiques. Il importe l'essentiel donc des produits de base, c'est-à-dire, on en reparlera un peu plus tard, mais totalement dépendant en matière de pétrole, en matière de gaz, en matière de charbon. Et c'est important parce qu'on verra comment le Japon a réagi à la catastrophe. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, simplement, à la suite de la catastrophe de Fukushima, donc quand les réacteurs nucléaires ont été arrêtés, il a fallu compenser, trouver d'autres sources d'énergie, et donc le Japon a importé massivement du charbon, essentiellement de Russie, du gaz liquéfié, qui coûte plus cher que le gaz qui passe par les oléoducs, et également massivement du pétrole. Donc, à partir de 2011, on a vu quelque chose d'anormal quand on connaît l'économie du Japon, c'est-à-dire la balance commerciale est devenue déficitaire, ce qui n'est pas la tradition du Japon, qui a toujours dégagé des excédents commerciaux. Donc, quelques précisions sur ce qu'on appelle à la fois le mix énergétique ou le mix électricité. C'est pas la même chose, vous le savez. L'électricité fait partie de l'énergie, mais c'est pas la totalité de l'énergie. À gauche, vous avez le mix électricité. Avant Fukushima et après, et puis l'objectif pour 2030. Avant Fukushima, 27% de l'électricité est nucléaire. Après Fukushima, 1%. Ce sont les fameux 2 réacteurs qui restent tout seuls. Mais l'objectif pour 2030, c'est de remonter à 20% d'électricité d'origine nucléaire. Et il y a 2 choses à remarquer. D'une part, le Japon fait d'importants efforts en matière d'énergie renouvelable, avec des objectifs très ambitieux, 1/4 de la production d'électricité avec des énergies renouvelables. Mais aussi, ils font toujours le pari du nucléaire. C'est-à-dire que l'objectif, c'est bien de remettre en route des centrales nucléaires. Si on prend non pas uniquement l'électricité, mais l'ensemble de l'énergie, vous voyez que 2015, donc le nucléaire était tombé à 1%, et on remonte pour l'ensemble de l'énergie à 11%. C'est la prévision pour 2030. Ensuite, vous voyez que le charbon va rester très important, ce qui pose d'autres problèmes. Donc en fait, charbon, pétrole et gaz, c'est ce qui a permis de compenser la chute de la production nucléaire. Mais ça va rester, bon, on est déjà en 2018. Alors, petit rappel, ça c'est l'extrait d'un papier qu'on a fait, mais pour vous donner un ordre d'idée sur les réactions quand même des compagnies d'électricité. Donc, vous avez par exemple Hokuriku Electric qui a construit un mur de 700 mètres de long, qui avait prévu de faire un mur de 11 mètres de haut et qui l'ont remonté à 15 mètres. Il y en a d'autres. Chubu Electric a construit un mur anti-tsunami de 18 mètres de haut. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, on pensait au Japon qu'avec des murs de 10 mètres, c'était bon. Et malheureusement, ça n'a pas été bon. Donc la plupart des murs,
de protection qui avaient été construits étaient autour de 10 mètres, à 1 mètre ou 2 mètres près. Ils ont tous été remontés entre 15 et 20 mètres, en espérant que là, ça protégerait les centrales nucléaires. Alors, quelles conséquences pour TEPCO? TEPCO, numéro 1 du marché, 34% et 31% du chiffre d'affaires. Bon. Priorité des priorités, sauver TEPCO. Ouais. Ça a été clair dès le début. Ouais. Il n'était pas question de laisser l'entreprise en difficulté. Donc, quels sont les problèmes auxquels sont confrontés TEPCO? Vous avez des problèmes de dédommagement des personnes. Ça, c'est un aspect. Et vous avez ensuite le problème de la décontamination, qui est un autre aspect, avec quelques chiffres bons à rappeler. Quand vous regardez depuis 2011, quand vous lisez les papiers sur notamment le coût du démantèlement et le coût d'indemnisation, vous vous rendez compte que année après année, le coût monte. On révise à la hausse systématiquement. C'est-à-dire qu'en fait, le démantèlement des réacteurs, on l'évalue aujourd'hui à peu près à 60 milliards d'euros. Le gouvernement japonais a revu à la hausse le coût total de la catastrophe, donc on est à peu près à 200 milliards. Bon. Imaginez qu'une catastrophe comme ça se produise en France. Où c'est qu'on trouve 200 milliards pour faire face? Et encore, on soupçonne le gouvernement japonais de minimiser un petit peu le coût réel. Donc un coût considérable, ce qui veut dire que c'est un coût qui n'est pas supportable par une entreprise. Alors, comment on a en partie réglé le problème? La première chose qui a été faite, c'est une augmentation de capital. Dans un premier temps, 1600 millions d'actions, 900 milliards de yens, et ensuite 1940 millions d'actions pour 500 milliards de yens de plus. On verra après qui a souscrit ces augmentations de capital. On crée un fonds d'indemnisation. Ouais. Ce fonds, on va le voir après sur un schéma, il est alimenté, et en fait c'est ce fonds qui va racheter les actions au moment de l'augmentation de capital. C'est un fonds qui est adossé à l'État. Donc en fait, c'est l'État qui est derrière. Ouais. Et en fait, d'une certaine manière, via le fonds, c'est l'État japonais qui va rentrer dans le capital de TEPCO. Bon. Ça rassure les agences de notation, mais il faut se méfier. Hein, sur les agences de notation, elles étaient rassurées aussi avant la crise de subprime. On a vu comment ça s'est terminé. Mais enfin, bon, elles ont remonté les notes, Standard & Poor's et Moody's ont remonté des notes du groupe TEPCO. Alors, il y a un problème de responsabilité face à la catastrophe. Donc le problème de savoir qui est responsable. Est-ce que TEPCO est responsable ou pas? Bon. Le problème, je suis en train de chercher, voilà. TEPCO est responsable, sauf en cas de catastrophe naturelle ou de troubles sociaux. Et donc, ils vont jouer là-dessus. Ils vont dire que c'est une catastrophe naturelle, c'est pas notre faute. En fait, c'est en partie de leur faute parce que les protections étaient insuffisantes. Mais ils pourront toujours dire, regardez la carte des risques du Japon, on n'est pas dans la zone la plus risquée. On a fait un mur de 11 mètres de haut, normalement, on nous explique que c'est suffisant. Il y a une catastrophe naturelle, on n'y est pour rien, donc c'est pas notre faute. Donc si c'est pas la faute de TEPCO, qui prend en charge le coût de l'opération? C'est l'État japonais. Ouais. TEPCO se défausse comme ça. Donc ensuite,
du grand classique, on essaie de sauver TEPCO pour aussi sauver les actionnaires. Ça, c'est archi connu, c'est pas nouveau, c'est pas qu'au Japon que ça se passe comme ça, mais bon, on va prendre ces mesures-là. Alors, voilà comment on va mettre en place un système de sauvetage, en fait, hein, du groupe TEPCO. Donc, vous avez un fonds qui est alimenté par l'État, mais des prêts des banques, mais avec la garantie de l'État aussi. Et c'est ce fonds qui va racheter l'essentiel des actions au moment de l'augmentation du capital. Donc en fait, c'est l'État qui injecte l'argent, qui, d'une certaine manière, a nationalisé l'entreprise de TEPCO. Alors il y a quelques autres grands groupes qui sont rentrés dans le fonds, mais c'est essentiellement l'État qui joue le rôle numéro un. Alors là, là je vais passer assez vite. Je vais vous montrer 2 ou 3 graphiques sur la situation d'endettement. Bien évidemment, TEPCO a eu un endettement qui a explosé, mais comme ils ont augmenté massivement les fonds propres, ils ont stabilisé, on va le voir, le ratio dette sur fonds propres. Mais ça, je ne rentre pas dans le débat technique. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'indemnisation des victimes va se faire jusqu'en 2022, et c'est une fois que l'indemnisation sera terminée que TEPCO va commencer à rembourser sa dette. Donc à partir de 2023, ils vont rembourser des emprunts jusqu'en 2040. Ils ont décalé, ils ont mis en place un système. Dans un premier temps, on indemnise les victimes. Dans un deuxième temps, on engage le remboursement de la dette. Alors ça, c'est des ratios classiques en gestion. Hein. La rentabilité financière, bien évidemment, qui s'effondre au moment de la crise, mais ensuite le renflouement de la société fait que ça remonte, et le rapport dette sur fonds propres donc qui a explosé, puis on augmente les fonds propres massivement et on rétablit le ratio. Bon. Alors, on va commencer à voir ce qui s'est passé au niveau boursier, c'est-à-dire en fait au niveau de la valeur en bourse de TEPCO. Quelques petits rappels et ensuite on rentrera plus dans les détails. En 1987, l'action TEPCO valait, donc il y a 30 ans, 8800 yens. En 2007, il y avait déjà eu un problème, TEPCO, en 2007. 4300 yens. 2100, le 11 mars 2011, le lendemain, elle perd 80% de sa valeur. Elle tombe à 400 yens. Donc le cours est passé de 8000 en 30 ans à 400. Donc suite à l'augmentation de capital, donc le fonds qui est sous la tutelle de l'État devient le premier actionnaire de TEPCO avec près de 55% des actions. Donc c'est l'État qui est l'actionnaire numéro 1 de TEPCO. Les individuels, entre guillemets, des banques et des fonds d'investissement, 18%, avec 9% pour les institutions financières, et des investisseurs étrangers, 14%. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que, 1, l'État soit derrière, que 2, TEPCO soit sauvé, que 3, le Japon ait comme objectif de faire remonter la production d'électricité et d'énergie nucléaire, ça incite des investisseurs étrangers à rentrer dans le capital en disant l'entreprise est sauvée et de toute façon le nucléaire va repartir. Donc ils jouent là-dessus. Donc voilà. Alors ici on va rentrer un peu plus en détail dans l'évolution du marché boursier. Donc sur ce graphique-là, on a les 5
plus important groupe société d'électricité au Japon. Et on voit très bien que au moment de la catastrophe, hein, au mois de mars 2011, la chute radicale. La chute radicale, et vous voyez que toutes les actions sont impactées, mais bien évidemment, TEPCO plus que les autres. Et les autres vont commencer à remonter. On a des pertes qui sont de 30%, 30 à 40%. Mais TEPCO, on va le voir plus tard, là c'était 2012, mais on va prolonger, va avoir énormément de mal à récupérer donc une partie de ces pertes. Quelques petits rappels sur les capitalisations boursières. Donc, vous voyez qu'au moment de juste avant la catastrophe, vous avez TEPCO qui perd, donc on passe de 3800 à 330 en 2013. Donc, la valeur boursière divisée par 10. Les autres perdent aussi, moins, mais perdent quand même, certaines. Et alors, le point sur lequel je vais insister maintenant, c'est que le marché japonais, ben lui, il gagne de la valeur. Si vous regardez le marché japonais, on en reparlera après la catastrophe, on va le voir après, il ne réagit pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a le secteur d'électricité qui est impacté, TEPCO, bien évidemment, puisque la société est en quasi-faillite, elle est sauvée par l'État, mais le reste du marché bouge pas, comme s'il n'y avait pas eu de catastrophe. Alors que, économiquement, ça veut dire qu'il faut revoir tout le système de production énergétique et d'électricité du Japon. C'est ça qui paraît très surprenant. Donc là, vous avez un graphique sur les cours de bourse. Vous voyez, par exemple, que le marché réagit quasiment pas. Il y a une petite baisse au moment de Fukushima, et puis il remonte. Ensuite, il est stable, et puis il repart à la hausse. Il repart à la hausse, alors que l'action de TEPCO, elle, est totalement plombée. Un indicateur que regardent les économistes et tous les financiers, c'est la volatilité des cours. Alors là, c'est pas des mesures de volatilité, je vais vous en présenter après, mais c'est simplement le taux de rendement. Pour voir quand c'est que plus ça fluctue, ça veut dire plus il y a d'incertitudes et de risques sur le titre. Et vous voyez très bien que les fortes fluctuations à partir de Fukushima, pour l'action de TEPCO en haut. Si vous regardez dessous le marché japonais, il ne bouge pas. Les fortes fluctuations que l'on a sur le marché japonais, elles sont avant, c'est essentiellement la crise des subprimes et la faillite de Lehman Brothers. La faillite de Lehman Brothers a fait réagir le marché japonais, la catastrophe de Fukushima ne fait pas réagir du tout. Et ça, c'est quand même très très surprenant quand on connaît le fonctionnement de l'économie japonaise. Pour préciser cela, je vous présente deux graphiques. Le graphique de gauche, c'est, on va dire, la corrélation entre les cours de bourse de TEPCO et le cours du Nikkei, qui est l'indice japonais. Bon. Quand vous regardez sur 30 ans, depuis 85, on regarde l'évolution des corrélations. J'ai grisé la partie qui correspond à l'après Fukushima. Ben, il n'y a rien de plus qu'avant. C'est-à-dire, il y a les mêmes comportements. C'est-à-dire que le marché, pour vous le dire autrement, le marché japonais est décorrélé de TEPCO. Il n'est absolument pas impacté par TEPCO. Et ce qui est spectaculaire, c'est que là, maintenant, quand on mesure les volatilités, le fait que les cours fluctuent très fortement autour d'une moyenne. Donc, vous voyez en haut à droite, oui, la volatilité de TEPCO qui bondit au moment de Fukushima, et le cours de l'action reste très volatile.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des fortes hausses et des fortes baisses, que les investisseurs sont inquiets, qu'il y a des incertitudes sur le cours du titre, il y a des incertitudes sur, on va en parler ensuite, sur le fait que TEPCO arrive ou n'arrive pas à régler les problèmes techniques, puisque régulièrement on a des informations qui nous arrivent sur lesquelles il y a des fuites, par exemple d'eau radioactive importante. On sait que par exemple dans un réacteur, on n'a toujours pas récupéré donc les barres d'uranium qui sont fondues, qui sont au fond, etc., etc. Bon. Dessous, vous mettez, et c'est ce qu'on a fait là, la volatilité du Nikkei. Et vous voyez qu'il y a un pic au moment de la volatilité du Nikkei, mais qui ne correspond pas du tout à Fukushima, qui correspond en fait à la faillite de Lehman Brothers. Voilà. Et le reste du temps, la volatilité est à peu près la même, qu'il y ait Fukushima ou qu'il n'y en ait pas. Alors sur ce graphique, je sais que c'est pas très lisible. Ce qui m'intéressait, c'était de prendre des événements importants qui ont impacté l'économie japonaise, donc le marché japonais, et d'autres qui ont impacté spécifiquement le secteur énergétique et TEPCO. Et j'ai retenu 10 événements. Le 9, là où vous avez des pics, c'est Fukushima. Ouais. L'événement numéro 7, où vous avez un pic, mais relativement limité, ce sont les attentats du 11 septembre 2001. Ouais. Ensuite, vous avez l'événement numéro 2 à gauche, c'était le krach boursier de 1987. Donc, dans le cas de TEPCO, il y a des événements classiques sur les marchés qui ont impacté TEPCO, mais vous voyez que c'est vraiment après Fukushima que la volatilité du cours a explosé, et avec des comportements qu'on n'avait pas observés les 30 ans d'avant. Par contre, maintenant, si on regarde le marché, c'est-à-dire le Nikkei, bon. On l'a déjà dit, hein, l'événement E9 TEPCO, il joue pas beaucoup. E8, faillite Lehman Brothers, c'est sur les 30 dernières années l'événement qui a le plus impacté le marché japonais. Alors que vous avez eu à la fin des années 80 le krach boursier au Japon, le krach immobilier, la crise asiatique dans les années 90. En 2000, vous avez à nouveau le krach des valeurs technologiques. Et même le départ de la crise subprime, le marché n'a pas tellement réagi. Mais par contre, la faillite de Lehman Brothers, là, elle a eu le plus fort impact sur 30 ans de marché. Et quand on regarde la réaction que vous avez à la catastrophe de Fukushima, vous avez un pic, mais un pic, c'est une forte volatilité qui dure quelques jours et après ça s'arrête, c'est effacé. Et c'est pas plus important que les événements précédents. Et ça, c'est quand même très très surprenant parce que on connaît le poids du secteur énergétique dans l'économie japonaise, qui est quand même considérable. On connaît les problèmes que ça pose sur le plan également politique, parce qu'il y a au Japon, c'est pas réglé. Hein. Le gouvernement veut faire repartir les réacteurs nucléaires, mais la population n'est pas d'accord partout, hein, loin s'en faut. Et donc on pourrait s'attendre à ce que le marché réagisse, et il ne réagit pas à cet événement. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence? Bon, on a une entreprise qui est le numéro 1 en matière d'énergie nucléaire, qui, soit dit en passant, a des liens très étroits avec EDF. Il y a des accords entre le Japon et la France depuis très longtemps. Donc, cette entreprise-là est sauvée. On peut le dire aujourd'hui. Elle a été nationalisée, mais elle a été sauvée. L'objectif, c'est à la fois de démanteler les réacteurs qui sont à Fukushima, mais ensuite, il y en a ailleurs,
de produire de l'énergie nucléaire ailleurs. Elle va continuer. Je rentre pas dans les détails, enfin ça je vous laisse lire. Et dernière remarque sur laquelle je veux revenir à nouveau, hein, la surprise que l'on a quand on étudie depuis 30 ans le marché japonais, c'est le fait qu'ils ne réagissent pas. C'est-à-dire, en fait, les investisseurs japonais considèrent que le problème de Fukushima est réglé, alors que c'est loin d'être réglé, notamment sur le plan industriel et sur le plan écologique. Mais pour eux, il n'y a pas d'impact significatif sur l'économie japonaise. Et donc, on ne retrouve pas d'incertitude particulière au niveau du marché boursier. Et ça, c'est dans les travaux récents qu'on a fait, c'était notre plus grande surprise. Bon, là, il y a d'autres travaux empiriques un peu plus sophistiqués sur des modèles à changement de régime pour voir si ça change le régime, etc. Il n'y a pas tellement de changement, il n'y a pas de phénomène on passe pas de régime à très faible volatilité à des régimes à forte volatilité, etc. Non, on ne retrouve pas ce que l'on a pu retrouver. Par exemple, je vous dis, la faillite Lehman Brothers, elle a perturbé le marché significativement. Là, on avait coutume de dire jusqu'aux années 2000 au moins que le marché japonais était relativement déconnecté du reste du monde. Et c'était assez vrai. Il est beaucoup plus reconnecté au marché américain, notamment depuis le milieu des années 2000. Et on l'a vu avec la réaction à Lehman Brothers. C'est-à-dire que le marché japonais a très peu réagi à l'effondrement des bourses en 2000, quand il y a eu le krach des valeurs technologiques, alors qu'il a très fortement réagi, par contre, au moment de la crise de subprime. Et à un choc d'origine interne, purement interne, il n'y a aucune réaction. Rien ne bouge. J'ai envie de dire, il n'y a plus rien à voir. Passez, vous pouvez circuler, le problème est réglé. Le problème n'est pas réglé, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait 54 réacteurs nucléaires. Aujourd'hui, il y en a quand même 48 qui sont totalement arrêtés. Il y a des réacteurs nucléaires qui ne vont pas redémarrer, ça on le sait, mais il y en a une dizaine. Mais l'objectif ensuite des compagnies d'électricité, c'est de faire redémarrer les autres. Ça, c'est l'objectif. Et les autorités japonaises ont changé d'avis là-dessus. Après la catastrophe, ils étaient prêts à réduire. Il y avait des déclarations de l'ancien Premier ministre notamment, qui avait dit, si la même catastrophe se passe à côté autour de Tokyo, à ce moment-là, c'est l'existence même du Japon qui est en jeu. Et donc, ils avaient l'intention de réduire très très fortement la production d'énergie nucléaire. Et depuis, il y a une machine arrière, avec le nouveau gouvernement, on repart sur des productions nucléaires d'avant Fukushima. Avec un risque qu'on connaît tous, c'est-à-dire que la vulnérabilité du Japon au tremblement de terre est considérable. Beaucoup de réacteurs nucléaires sont sur des failles où on attend des tremblements de terre très très importants. On n'est pas certain de toute façon que même avec des murs de 15 ou 20 mètres de haut, ça protégera. C'est aussi ça le problème. Dernière remarque, si on veut faire une comparaison avec la France, la part du nucléaire en France est plus élevée qu'au Japon. Si vous prenez l'électricité française, plus de 75% est nucléaire aujourd'hui. On est encore beaucoup plus dépendant du nucléaire que les Japonais. Il ne faut pas souhaiter une catastrophe nucléaire en France, mais je pense qu'on aurait beaucoup plus de mal à supporter le choc. Parce que le Japon avait une dépendance, mais qui était quand même relativement limitée. C'est-à-dire on était à 30% de production nucléaire. Nous, dans l'électricité, on est à 75%, même un peu plus, je crois. Et dans l'ensemble de la production énergétique, le nucléaire en France doit être autour de 45%. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on pourra essayer d'y répondre.
Donc je connais pas très bien le Japon, mais j'ai plusieurs questions par rapport justement à la production nucléaire au Japon et qui fera écho avec la situation française. C'est qu'on entend souvent en France l'argument selon lequel à partir du moment où on a construit une centrale, on peut pas l'arrêter. Et là, manifestement, au Japon, ils ont réussi à arrêter les centrales assez rapidement. Donc ça, c'est une question presque pas économique, mais presque voilà. Après, j'ai une deuxième question sur l'interprétation naïve que je ferais de l'étonnement auquel vous arrivez, sur le fait qu'il n'y a pas eu de choc boursier, en tout cas, cette catastrophe de Fukushima. Et alors que Lehman Brothers posait un problème, est-ce que ce serait pas lié à un problème d'offre et de demande au Japon, puisque le problème du Japon, c'est essentiellement un problème de demande, en tout cas, c'est souvent comme ça qu'on le présente. Et Lehman Brothers impactait probablement l'épargne des ménages. Donc, comme les ménages souhaitaient reconstituer une épargne, bah, ça réduisait la demande. Alors que là, sur le choc de Fukushima, on peut l'interpréter comme un choc d'offre et qui a peu impacté le Japon parce que c'était pas de ce côté-là que l'économie était plus, enfin, que constituait la faiblesse du Japon. Alors, est-ce que cette interprétation naïve, elle a du sens pour un spécialiste que tu es de l'économie japonaise? Oui, oui, donc je trouve que ton interprétation a du sens, mais je crois qu'il y a aussi un autre élément, c'est les liens qui existent entre le système bancaire japonais et le système bancaire américain. C'est aussi pour ça que Lehman Brothers a eu beaucoup d'impact. Ouais. Paradoxalement, on avait fait un papier sur la structure de l'actionnariat de TEPCO. Les banques sont retirées très vite. En fait, l'État est rentré à la place. L'État et les collectivités, c'est pas le terme exact, les collectivités territoriales, hein, mais les districts, etc., l'équivalent de nos collectivités territoriales qui sont rentrées comme actionnaires. Donc, les banques n'ont pas été, il n'y a pas d'effet systémique, elles n'ont pas été touchées. Elles n'ont pas été touchées, elles auraient été touchées, je pense, si TEPCO avait été réellement en faillite. Là, oui. Ah oui, parce que bon, il faut quand même trouver au moins 60 milliards, l'équivalent de 60 milliards d'euros pour indemniser les victimes. Et ensuite, il faut trouver près de 200 milliards de plus pour l'ensemble des dégâts. Bon. J'ai pas mis de carte là pour pas trop alourdir, mais il y a quand même toute une zone autour de Sendai, à peu près sur... parce que c'est la centrale de Fukushima, mais Fukushima n'est pas au bord de la mer, hein, elle est un peu plus loin. Il y a une zone sur 40-50 km, une bande et à peu près 30 km de large, où là, je pense qu'on ne va pas y remettre les pieds pendant plusieurs milliers d'années. Hein. C'est invivable. On pourrait y passer, mais pas y vivre. Ouais. Donc, sauf s'ils arrivent d'ici là, mais sur le plan technique, bon, on ne sait jamais, hein, à trouver des moyens de décontamination. Par contre, ta première remarque, c'était ça? Oui. Mais en France, ce que je disais, c'est-à-dire l'électricité, je crois que le dernier chiffre de mémoire, c'est 77% nucléaire. Voilà. Alors là, effectivement, on a du mal à... C'est quand même pas le cas au Japon. C'est important au Japon, mais pas dans cette proportion, dans ces proportions-là. Techniquement, ils sont arrivés à arrêter les réacteurs, hein. Ouais. Aidés en partie par les ingénieurs d'EDF. Hein. Ils sont allés tout de suite. On présentait, alors là aussi, on présentait le Japon comme le pays en pointe en termes nucléaires et entre guillemets le plus sûr. Bon. Du côté de l'ex-URSS, on n'était pas surpris qu'il y ait une catastrophe comme ça, mais du côté du Japon, ça surprend quand même. Ouais. Mais je pense que, alors par contre, le démantèlement, c'est 40-50 ans. Hein.
Ça se fait pas, on peut arrêter, mais après, de là à démanteler complètement les réacteurs nucléaires, c'est très très long, donc très coûteux. Donc quand en France, parce que le problème de la France, c'est qu'on a des réacteurs nucléaires qui datent des années 70. Et donc ils commencent à vieillir. Hein. On sait qu'il y a quelques problèmes à certains endroits. Bon, on touche du bois, on n'a pas de tremblement de terre chez nous. Enfin, ceux qui nous expliquent qu'on risque rien, au Japon non plus, on risque rien. Hein. Ouais. Non, non, mais on le créera s'il faut. On l'a fait pour sauver le Crédit Lyonnais. Et s'il faut le faire, on le fera. Ça, c'est. Non, c'est bon. Vous savez tous que la dette interne du Japon est quand même très élevée. Hein. On doit être quoi, à 230 ou 140% du PIB. Bon, on va dire 200 milliards de plus au point où ils en sont. Mais ça pose quand même un problème. Ça pose un problème. Alors, il y a eu quand même des anecdotes qui sont pas réjouissantes. Hein. On a su après coup que la mafia japonaise, les Yakuza, avait donné un coup de main. Hein. C'est-à-dire à la fois pour déplacer les personnes, mais ils avaient trouvé des employés pour rentrer dans les réacteurs. Et il y a eu même un scandale au Japon où une partie de ces employés étaient des SDF qui avaient été recrutés par les Yakuza quand même. Hein. Bon, c'est pas. Mais cela dit, bon, ils font d'énormes efforts. Au niveau technologique, c'est quand même le Japon. Hein, c'est le pays qui est en pointe. Je pense qu'ils vont y arriver, mais le coût va être considérable. Probablement, le coût humain est considérable. Euh, alors, j'ai pas donné les chiffres, mais j'avais regardé il y a quelque temps l'augmentation des cancers chez les enfants, cancer de la thyroïde. C'était 0,3 pour 100 000 et ils sont passés dans certains endroits à 25 à 30 pour 100 000. De 0,3 à 30. Ouais. Et probablement qu'il y aura un coût humain important. Alors là, c'est toujours pareil, c'est comme pour Tchernobyl. On arrive toujours une bataille pour savoir si ils auraient été malades quand même s'il n'y avait pas eu la catastrophe. Mais il y aura un coût humain considérable. Il y a un coût humain aussi parce que vous avez 300 000 personnes qui ont été déplacées, qui ne pourront, la plupart ne reverront jamais leur maison ni leur terre. Hein. Et ça, c'est quand même difficile. Et puis, il faut se rappeler que ça peut arriver, malheureusement, il faut espérer que non, mais le gros tremblement de terre, c'est sur Tokyo qu'on l'attend. Et c'est là hein, que les Japonais craignent le plus. Qu'il y ait un tremblement de terre considérable et avec un tsunami au niveau de Tokyo, Yokohama, etc. Ouais. Alors ils prennent des précautions, mais on voit très bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez du tremblement de terre de Kobe, on avait été aussi surpris de voir des routes et des ponts s'effondrer. On se disait quand même le Japon techniquement. Moi, je me souviens avoir vu à Hokkaido construire des immeubles, avoir discuté avec des techniciens. Ils descendent à presque 40 mètres dans le sol, des piliers qui descendent dans le sol pour qu'ils soient antisismiques. Bon, et on se dit, ils ont tout prévu. Eh ben, malgré ça, non. C'est un pays très très vulnérable de ce point de vue. Et comme il y a quand même beaucoup de centrales nucléaires, il y a un risque qui est important, malheureusement.
Oui. Non, ça on l'a pas fait. On l'a fait que pour TEPCO, les calculs de rentabilité. Ouais. Non, non, non. Non, 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 mais non, ça, honnêtement, on l'a pas regardé. On avait, enfin, moi, j'avais surtout travaillé sur les problèmes de volatilité des cours et sur les changements de régime dans les volatilités, voilà, et dans les corrélations, etc. Et après, pour ceux qui connaissent, bon, j'avais fait un modèle, un Markov switching là pour voir comment, selon qu'on était dans un régime de faible ou forte volatilité, le Nikkei réagissait à un choc de TEPCO et ensuite comment TEPCO réagissait à un choc du Nikkei. En gros, ce qu'on trouve, c'est que le marché impacte sur les périodes récentes TEPCO, mais que TEPCO n'a jamais impacté le marché. Ça, c'est quand même très surprenant parce que ça, je sais pas. Dans l'indice Nikkei, je sais pas. Ah oui, c'est 225, donc ça ne doit pas peser beaucoup. Mais non, mais c'est l'ensemble de l'économie qui doit être impacté normalement. Puisqu'on a une dégradation de la balance commerciale, on est obligé d'importer et de faire retourner à fond les usines à charbon, importer du gaz, etc. Alors, il y a eu un bon côté des choses. C'est que depuis, le Japon a fait des économies d'énergie. La consommation énergétique a baissé au Japon. Elle a baissé au début de presque 30%. Bon, là, c'est reparti un peu, mais vraiment, ils ont, entre guillemets, profité de la catastrophe pour faire un effort en matière de réduction de la consommation énergétique. Et l'autre bon côté, c'est ce que je vous disais, c'est quand même au niveau des énergies renouvelables, ils font aujourd'hui de très gros efforts. Ce qu'on ne fait pas en France d'ailleurs. Si on compare ce qu'on appelle le mix énergétique en France, les énergies renouvelables, on est très très loin. On est très faible. Vous avez des questions? Ensuite, je ne sais pas si le PowerPoint il est mis à disposition. Je sais pas ce que vous... En route? Oui, mais moi je suis... Bon, je connais pas très très bien le Japon, je connais un petit peu, je suis un peu un amoureux du Japon, c'est pour ça que je m'intéresse au Japon. Euh, Par exemple, nous on est en train aujourd'hui, alors c'est la grande mode, j'avais fait une conférence il y a 2 ou 3 ans là-dessus, on est en train de mettre en route l'économie circulaire. Avec tout le système de... Mais l'économie circulaire, les Japonais, ça fait 15 ans qu'ils ont conceptualisé déjà le terme, les fameux 3 R, etc. C'est eux qui ont conceptualisé tout ça. Ils avaient là-dessus un temps d'avance sur nous. Et je pense que sur l'énergie renouvelable, ils étaient en retard, et là, ils sont partis pour faire de gros efforts. Au niveau du nucléaire, bon, ils ont la technologie. Ce qu'ils veulent, c'est sécuriser les réacteurs au maximum. Ceux qui ne peuvent pas être sécurisés, ils vont les arrêter complètement. Il y en a une dizaine. Et les autres, ils pensent pouvoir les sécuriser pour les mettre en route. Mais ils vont arriver à 20%, je crois que c'est un peu plus de 20% à l'horizon 2030 d'électricité et un peu moins pour l'énergie. Il faudrait que je retrouve, je vais y arriver. Voilà. Donc c'est bien 20% pour l'électricité. Hein, et pour bien sûr, au niveau énergétique, ça sera plus faible, 11%. Donc le virage important, c'est les énergies renouvelables. C'est là. Ouais.
et notamment dans le solaire. Ils sont en train de travailler sur de nouveaux types de panneaux solaires, etc. Et je pense qu'ils vont y arriver. Ils vont y arriver parce que technologiquement, quand même, ils sont assez en avance. Et l'autre point important, c'est que ils devraient à nouveau, ça c'est une phase transitoire, hein, maintenant en période de crise, réduire la dépendance au pétrole. Mais charbon et gaz, ça va quand même rester important. Alors, le charbon, il arrive de Sibérie, hein, donc c'est direct. Le gaz, leur coûte cher. C'est du gaz liquéfié et ça coûte beaucoup plus cher que d'avoir un oléoduc, enfin un gazoduc plutôt, pas un oléoduc, un gazoduc qui l'amène. Donc ça, ils vont rester dépendants. Mais à terme, je crois que c'est dans le renouvelable qu'on devrait voir le Japon pointer. Et ça, c'est intéressant. Ça sera, entre guillemets, un des bons enseignements de cette catastrophe. Voilà. Mais ils n'abandonneront pas le nucléaire. Ils seront à 20, nous on est à 77. Donc nous, on est beaucoup plus dépendants et ça sera beaucoup plus compliqué chez nous, hein, quand même.